devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire. 15h, 17h55. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le point littéraire, votre rendez-vous où les voix qui écrivent, qui témoignent, qui transforment les blessures en lumière et les silences en paroles. Aujourd'hui, nous recevons une femme dont le parcours est une ode à la résilience, à la foi et à la puissance du témoignage. Elle s'appelle Marie-Dorothée Mbala et elle nous offre un récit bouleversant et lumineux intitulé « Rien n'est jamais perdu pour Dieu, tout a un sens », publié aux éditions Clés. Orpheline à 2 ans, confrontée à l'absence, au doute, à la solitude, elle a transformé et traversé les creux de la vague pour devenir une femme accomplie, une mère, une épouse, une passionnée de vie. Ce livre, c'est le journal d'une reconstruction, le chant d'une espérance et un cadeau pour tous, et surtout pour ceux qui cherchent un sens à leurs épreuves. Dans ce numéro, nous allons ouvrir ensemble les boîtes à souvenirs, écouter les silences qui parlent et découvrir comment, pour Marie-Dorothée Mbala, chaque cicatrice peut devenir une étoile. Installez-vous donc, ouvrez vos cœurs, le point littéraire commence maintenant. Marie-Dorothée Mbala, bon après-midi et bienvenue sur le point littéraire. Bon après-midi, Monsieur Foucault. Bon après-midi à tous les auditeurs. Ça me fait plaisir de vous avoir ici parce que je vous ai connu à travers vos écrits. Je crois savoir ce que vous avez vu, ce que vous avez traversé. Et aujourd'hui, je suis heureux de voir une femme épanouie, totalement à l'aise. Alors aujourd'hui, on se dit, c'est du passé, c'est un passé qui nous a forgés. Oui, bien évidemment. On s'est dit, il n'y a pas de fatalité dans la vie. On s'est dit, ce passé, il a peut-être été salutaire aujourd'hui pour qu'on soit meilleur. Ce sont des étapes. Hein. Ce sont des étapes qui forgent la personnalité. Vous êtes né le 25 mai 1973 à Bandoumu, en pays Mveleu. Oui. Vous êtes une titulaire d'une maîtrise professionnelle en organisation et management. Eh bien, vous travaillez comme commercial dans une entreprise privée. Vous êtes mariée et mère de 2 filles. Oui. 2 filles. Vous voyez pourquoi j'insiste sur les filles. Alors, pourquoi vous avez décidé de partager votre vie, votre expérience, un peu comme si vous livriez votre journal intime au public? Oui. Alors, pour quelques raisons, je dirais que la première, c'est quand je regarde mon parcours atypique, je regarde toutes les étapes que j'ai dû affronter, je regarde toutes les épreuves que j'ai traversées, je me dis, ça, c'était peut-être pour mon bien. Parce que les épreuves nous rapprochent de Dieu, les épreuves nous bonifient, et les épreuves nous permettent d'apprécier la vie. Et surtout lorsqu'on surmonte les épreuves, on se dit vraiment il y a un Dieu qui nous aide, qui nous guide, qui nous accompagne. Exactement. Donc, l'autre raison, c'est l'émerveillement. En regardant derrière, je me dis, j'ai pas pu faire ça de ma seule force, j'ai pas pu faire ça de mon intelligence. Je pense qu'il y avait une main visible qui me portait, qui me guidait, qui me bénissait. Oui. Est-ce que ça a été facile de terminer ces plus de 200 pages de l'histoire? Non, ça n'a pas été facile. En fait, je me suis amusée tout à l'heure à vous écouter ou à écouter votre générique qui disait « Tout le monde n'est pas écrivain ». Alors, je ne savais même pas que je pouvais écrire un livre. Mais je me souviens qu'à un moment, j'ai eu 1 ou 2 personnes sur ma route connaissant mon histoire qui m'ont dit, l'un m'a dit, mais ça peut faire l'objet d'un film. Et puis l'autre m'a dit, mais ça, il faut écrire pour impacter les autres. Parce que de ton histoire, tu étais vraiment un enfant perdu, un enfant qui est né, n'est-ce pas, pour être perdu. Mais à te voir aujourd'hui, et je me souviens que je me suis amusée à commencer à écrire, et puis boum, j'ai fait 100 pages. Je suis allée montrer à mon parent Augustin Charles Mbia et qui m'a dit, mais écoute, toi,
tu n'as pas peur du papier. Tu Oui. n'as pas peur de la feuille. Et ça a été le déclic qui m'a dit, mais tu Là, peux nous le sommes en faire. quelle année? Ben, vous imaginez quand même que je travaille dans une entreprise privée. Oui, vous avez beaucoup et de ça choses à demande faire. très bien. Et lorsqu'on regarde même les horaires, Voilà, que je suis une mère de famille. 19h, oui. Effectivement. Donc, je me souviens que j'ai dû commencer il y a 6 ans. Il y a par là. 6 ans. Oui. Un travail Et puis- donc bien mûri avec et- le temps. Exactement. Et à un moment donné, j'ai abandonné. Et puis, un jour, c'est revenu. Je me suis dit, mais il faut avancer. Et puis, quand vous avez quelqu'un en face qui vous demande tout le temps, mais tu en es où? Ça booste. Là, non? on est obligé de continuer. Exactement. Pourquoi est-ce qu'on avait d'abord arrêté? Qu'est-ce qui, c'était la paresse? C'était... Oui, parce que c'était pas la priorité, parce qu'il y a le boulot, parce qu'il y a la famille, parce qu'il y a une autre vie, je dirais spirituelle qui est derrière. Oui. Et donc, du coup, pour moi, c'était pas un objectif imminent, mais je me disais quand même un jour, il faut délivrer cela pour inspirer. Oui. Voilà. Il y a plusieurs qui traversent des moments difficiles en ce moment, extrêmement difficiles. Vous êtes une partie de nulle part pour devenir, nous on appelle, une figure de la résilience, parce que rien ne présageait que vous alliez être aujourd'hui ce que vous êtes. Vous perdez vos parents très tôt, votre mère lorsque vous avez 2 ans, vous ne savez pas où est votre père. Vous êtes de ces enfants qui grandissent au village avec Exactement. grand-mère, Oui. avec l'éducation de la grand-mère, Ouais. qui a pour seule figure forte la grand-mère. Oui. Vous avez commencé à aller à l'école au village, Oui. à pied, Oui. sur des kilomètres. Oui. Donc Je- il faut bien dire ça aux enfants aujourd'hui qui prennent le taxi pour aller simplement ici, je sais pas, ici à la descente Madison. Exactement. Alors, je faisais 7 kilomètres à l'aller et 7 kilomètres retour pour revenir à la 7 maison. kilomètres. Oui, donc ça me faisait 14 kilomètres par jour. Et du coup, si mes filles étaient là, elles allaient vous dire, mais maman, ton disque est grillé. Parce que tout le temps, je le leur rappelle. Oui, Je leur dis c'est que important. voilà. Je leur dis, moi je marchais à pied pour aller à l'école. Moi, le jour où j'avais 100 francs dans la poche, c'était ma journée. Je savais que j'allais au moins manger ou un deux beignets. Et vous êtes là, vous sortez de la maison, vous montez prenez dans le la taxi. voiture, vous prenez le taxi. Vous avez l'argent de poche. Voilà. Voilà. C'est dire à ces enfants-là, appréciez ce que vous avez. Oui. Parce Mais que- en tout cas, vous vous êtes battu, vous, pour que vos enfants aujourd'hui ne souffrent pas. Parce qu'à un moment donné, vous aurez, je vais dire, le découragement aurait pu s'installer. Oui. Vous êtes allé du village, vous étiez toujours une élève brillante. Vous êtes allé maintenant en grande ville, vous venez en grande ville et ce n'est pas évident. Non. Vous avez rencontré beaucoup de difficultés d'abord Et un peu perdu. d'adaptation. Oui. Oui, parce qu'on part d'un village où tout est calme, on a ses repères. Et puis, l'alimentation, l'habillement, tout cela n'est pas un gros souci. Oui. On se contente vraiment du peu qu'on a. Et puis, au niveau de l'orientation scolaire, quand j'arrive à Yaoundé pour aller au collège, dans ma famille, il n'y a pas un parent proche qui a déjà fait les études secondaires. Oui. Vous vous orientez. Exactement. Là, la difficulté se pose. Vous allez chez une tante. Exactement. Son mari est dans, on va dire, je ne vais pas dire de l'informel, mais il est dans la mécanique. C'est pas nécessairement facile pour lui de vous dire où aller, Où à aller, quel moment. quoi faire. Et puis quelqu'un qui vous observe, qui voit vos capacités et qui sait dans quel domaine vous pouvez vous en sortir, je n'en ai pas. C'est pas évident. Non. C'est difficile. Ouais. Alors, comment est-ce qu'une enfant qui n'a jamais vu sa mère, qui n'a pas connaissance de son père, d'ailleurs c'est un sujet tabou, personne ne va en parler, dans quel état d'esprit l'enfant que vous êtes à ce moment-là grandit? Ouh, dans une grande fragilité. Et surtout dans la souffrance. Parce que tout le temps, je me demandais pourquoi moi. Quand je vois les autres avec leur père, je me dis pourquoi je n'en ai pas eu. Je vois les autres en famille, je me dis pourquoi est-ce que moi je me suis retrouvée dans ce monde toute seule. Pas de mère, pas de père, pas de frère de ma mère, pas de sœur de ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui n'a pas tourné rond. Et tous les jours, je demandais à Dieu pourquoi. Et plus tard, je pense que je n'avais même plus très envie de vivre. Parce que je me disais, c'est un sale destin, ça ne vaut pas la peine. C'est le monde, hein, vraiment. Ouais. Oui. Et l'amour de la grand-mère, certes,
Mais un père, c'est un père. Exactement. Une mère, c'est une mère. En fait. Exactement. J'ai grandi avec un grand vide au fond de moi. Oui. Malgré tout, vous avancez. Avec peine, mais vous avancez quand même. Oui. Vous allez à l'école et puis vous êtes une jeune adolescente. C'est cette partie du livre qui nous intéresse bien. Vous êtes une jeune adolescente très active. Oui. Qui fait tout à la fois. Oui. Elle joue au football, elle danse. Oui. Là, vous nous avez rappelé une émission qu'on regardait à l'époque, Des Délire. livres, voilà. Vous faites beaucoup d'activités. Oui. Est-ce que les activités que vous menez, ce n'est pas un peu pour vous voiler un peu le visage? C'est-à-dire Exactement. vous plonger Oui. dans l'hyperactivité pour oublier ces réalités-là. Oui, c'est un exutoire. C'est là où je me sens bien, c'est là où j'oublie qui je suis et ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur. Là, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Voilà. On va parler de vos réalités dans l'environnement scolaire. Il faut dire que là-bas, c'était extrêmement difficile. Lorsque vous allez dans le secondaire, c'est pas toujours ça. Vous avez notamment dû reprendre le cap à 3 reprises. Exactement. Aujourd'hui, lorsque vous racontez votre histoire, est-ce que vous parlez de ces déconvenus? Est-ce que vous êtes de ces enfants, je vais dire de ces parents qui racontent aux enfants qu'on était toujours premier de la classe? Mais non, du tout. Je dis souvent à mes filles, moi, je faisais pas mieux que vous. Moi, j'étais une élève vraiment moyenne. Et même le premier cycle au collège, c'était vraiment quand je suis arrivée en 4e année sténodactylo. Alors là, c'était un peu la catastrophe. C'était le blocage. Hein. J'étais complètement bloquée. Et parfois, quand elles ramènent leurs notes, non, j'ose pas dire que j'étais meilleure qu'elles. Hein. Du tout. On ne dit pas que non à l'époque, vraiment, moi ici, j'avais mes 20 sur 20. Non, du tout, du tout. J'ai une petite matheuse, quand elle le fait, je dis, mais moi, les maths, et les maths, c'était 2 mondes différents. Ça, c'est vrai. Pour beaucoup, hein, c'était la bête noire, voilà. Les mathématiques. Mais bon, il paraît que c'est pas difficile. On avait l'impression que c'était difficile. Alors, lorsque vous allez à l'école, c'est un peu difficile. Oui. Mais vous parvenez quand même à vous transcender. Vous réussissez au cap avec beaucoup de difficultés. Oui. Lorsque vous allez un peu plus loin, vous vous rendez compte qu'avec le probatoire, un déclic. L'école, c'était une affaire de concentration. Exactement. Et de travail. Et de travail permanent. Voilà. Voilà. Effectivement, le déclic s'est produit en première. Je me rends compte que mais je ne suis pas bête, je peux le faire. Je peux le faire, je peux avoir des moyennes, je peux passer mon examen en 1 année. Et donc, du coup, je me suis vraiment focalisée. Oui. École, maison, école. Oui. Et le résultat était là. Est-ce à dire que c'est la recette miracle finalement? Oui. C'est des élèves qui commencent l'année scolaire parce que nous sommes quand même au 1er trimestre. Bientôt, on va terminer avec le 1er trimestre. Peut-être faut rappeler aux jeunes aujourd'hui qu'il faut se concentrer sur l'école. C'est bien beau de danser, de s'amuser un peu, mais la priorité doit rester l'école. La vraie magie, c'est l'école. Je connais un collège sans publicité qui a 100% presque chaque année et où j'ai les enfants. Mais il n'y a pas de magie là-bas. C'est le travail, aura et labora. C'est-à-dire que tu travailles et tu pries. Oui. Et à la fin de l'année, on voit le résultat. Et le 100% arrive. Exactement. Beaucoup de personnes se disent c'est la magie. Non. Est-ce qu'il était facile pour vous? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas hésité en vous disant est-ce qu'ils ont besoin de savoir ça? C'est un moment donné dans le parcours, vous vous êtes dit non, vraiment, je vais arrêter la rédaction de ce livre. Ben non, parce que je me suis dit que c'est une histoire un peu atypique, c'est un parcours qu'on ne voit pas tous les jours. Et donc, je me suis dit, je me souviens, il y a un collègue qui m'a demandé, mais est-ce que tu n'as pas peur de t'exposer? J'ai dit, pas du tout. Ouais. J'ai trop souffert à un moment du regard de l'autre, mais maintenant, ça ne me dérange pas du tout. Je pense que ce que j'ai vécu, ça peut arriver à d'autres personnes. Et je pense aussi que celui qui ne témoigne pas vole la gloire de Dieu. Si je suis devenue celle que je suis devenue aujourd'hui, c'est pas par ma seule force. Oui. Alors, il faut en parler. Un témoignage pour que beaucoup, ceux qui écoutent, sachent que c'est possible. Oui. C'est possible de partir de zéro, de rien. Exactement. Pour devenir héros.
Exactement. Héros de sa propre existence et de sa propre vie. Voilà. Parce qu'en réalité, lorsque toutes les conditions ne sont pas réunies, on n'est pas né avec une cuillère en or. Le succès, parfois, vient au bout de l'effort, mais vraiment de l'effort. Voilà. Ce sont des messages d'encouragement quand même qu'il faut passer. Je vais vous revenir dans quelques secondes, D'accord. mais on va marquer un break. Merci. Si Marie-Dorothée Mbala est bel et bien a eu un livre totalement écrit, il y en a qui ont forcément du talent, qui souhaitent écrire et qui sait, il y a une fenêtre qui s'ouvre en ce moment. Il y a notamment le concours littéraire concours littéraire national du jeune auteur. Albertine Abeng est avec nous pour en parler. Bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi, Monsieur Foucault. Bon après-midi aux auditeurs. Moi, je suis Albertine Abeng pour la présentation du concours littéraire national jeune auteur qui est rendu cette année à sa 7e édition. Nous avons à notre actif déjà 6 éditions célébrées avec plus de 500 participants à travers le monde. Le concours est généralement destiné aux jeunes âgés de 16 à 35 ans, notamment non scolarisés ou pas, pouvant s'exprimer dans les 2 langues officielles du Cameroun et pouvant rédiger dans le genre nouvelle et poésie. Nouvelle et poésie. Ouais. Donc c'est la 7e édition. Est-ce qu'il y a déjà des candidatures? Est-ce qu'il y a une date limite pour recevoir les manuscrits? La date butoir de recevabilité des manuscrits, c'est le 31 décembre 2025 à 15h30. Et il y en a déjà des candidats, mais nous attendons encore plus de jeunes. Il n'y a pas encore vraiment l'engouement du côté de la jeunesse. Donc nous attendons encore. Oui, il faut tout le monde, c'est gratuit, tout le monde. Où est-ce qu'on dépose notamment les documents en question? Nous déposons les documents dans les délégations régionales ou départementales et notamment à la direction du livre et de la lecture au ministère des Arts et de la Culture. Et tous les jours? Tous les jours, de 7h30 à 15h30. Vous avez dit c'est pour les jeunes, hein? Les jeunes de 16 ans à 35 ans. Que vous soyez scolarisé ou non? Ou non. Oui. Pouvant s'exprimer dans les 2 langues nationales du Cameroun, anglais, français. Oui. Pas obligé de traduire, vous pouvez soit l'anglais, soit le français, ça dépend de vous. Ça dépend de vous, soit l'anglais, soit le français, ça dépend de vous. Vous déposez, c'est gratuit, rien à payer. Vous rendez à la direction du livre et de la lecture, ministère des Arts et de la Culture, ou dans les délégations, que ce soit départementale ou régionale du ministère des Arts et de la Culture, vous déposez. Et le courrier nous parviendra. Nécessairement. Alors, est-ce que, en ce qui concerne la poésie, est-ce qu'il y a un nombre de pages réservées où on est libre de crier comme son inspiration arrive? En poésie, nous avons le nombre limite de pages, c'est 10 pages. 10 pages. 10 pages. Oui. Vous n'allez pas au-delà? Non, on ne va pas au-delà. Sinon, vous êtes disqualifié. Non, sinon vous êtes disqualifié parce que nous devons être concis et précis dans ce que nous avons à dire. 10 pages pour la poésie. Et maintenant pour la nouvelle. Pareil pour la nouvelle. Pareil pour la nouvelle. 10 pages également. Oui. Ça peut être une seule nouvelle ou 2 nouvelles? Une seule nouvelle, c'est suffisant. Puisque nous avons un thème. Donc c'est basé sur un thème. Donc votre nouvelle doit tourner autour de notre thème. Alors quel est le thème? Rappelez le thème aux auditeurs qui certainement nous écoutent. Le thème pour cette 7e édition, c'est promotion de la paix sociale à l'ère du numérique. Promotion de la paix sociale à l'ère du numérique. Donc il faut créer autour notamment de cette thématique-là. Oui, que ce soit nouvelle ou poésie. On va rappeler quand même quelques éléments nécessaires et indispensables à savoir, mais c'est après la publicité. Hello, avec Momo Help, emprunte jusqu'à 100 000 francs pour effectuer tes transactions et rembourse plus tard. Souscris au étoile 126, étoile 61 dièse. Alors le concours littéraire national du jeune auteur est lancé. Et tout à l'heure, Albertine Abeng nous faisait savoir que la date limite, c'est le 31 décembre. Donc il ne reste plus beaucoup de temps, c'est à peine quelques semaines.
Et il faut aller déposer votre manuscrit. Bon, je suppose que c'est un livre qui n'a jamais été publié quelque part. Non, un livre qui n'a jamais... Déjà que les candidats devraient être des candidats libres qui n'ont jamais été publiés. Jamais été publié. Jamais été publié. Si vous avez déjà été publié une fois, vous n'êtes pas bon pour le concours. Vous êtes disqualifié. En fait, le principe, c'est de dénicher des jeunes pépites, en réalité. Voilà. Des jeunes plumes, là. Des pépites. Ah oui. Un peu comme mon ami Aristide Olama. Oui, Aristide à l'époque, hein, il avait remporté le concours. Parmi les premiers lauréats du concours littéraire. Oui, vous-même vous rappelez des choses interdites. Oui, de ces romans. Voilà. Donc vous pouvez être comme Aristide Olama ou d'autres qui sont passés notamment par cette affaire-là. Alors je vais pas par ce concours. Il est national. Tout le monde peut compétir. Que vous soyez en Gelmunduga, n'importe où, vous pouvez venir déposer votre nouvelle de 10 pages, votre recueil. Je vais dire votre poème enfin, ça peut être plusieurs poèmes ou un seul? Plusieurs poèmes. Plusieurs poèmes. L'essentiel, c'est que ça tienne sur 10 pages. Est-ce qu'on parle déjà des récompenses? Pas encore? Bon, il y a des récompenses. Il y a des récompenses en nature et des récompenses, je dirais, financières aussi. Des accompagnements. Des accompagnements. Il y a la visibilité, l'accompagnement du ministère de ces lauréats-là avec plus de visibilité à travers les expositions de foires, les salons du livre et oui. tout. Vous êtes d'office invité. Vous êtes d'office invité lorsque vous êtes lauréat du concours littéraire. Donc, vous avez plus ample visibilité sur vos activités et plus de chances d'être déniché par de nouvelles maisons ou anciennes maisons d'édition. Oui. Oui, qui pourront vous accompagner aussi. Ça veut dire que lorsque vous êtes lauréat, votre livre sera plus tard édité aussi. Oui, nous rassemblons les textes des lauréats. Les nouvelles, nous publions les textes. Les nouvelles à part, la poésie à part. Donc, du coup, à la sortie de ce concours, nous publions 2 textes édités par un éditeur camerounais. Oui. Ça, c'est important. Vous avez la possibilité d'avoir vos textes dans votre ouvrage à la fin du concours qu'on va vous remettre et peut-être même à certains des membres de votre famille, vos amis et tout. Qui pourront... vous avez dit 16 ans à... 35 ans. 16 ans à 35 ans. Est-ce qu'ils ont encore 35 ans ici, là? C'est vrai, je crois qu'ils sont déjà au-delà, hein, ou moins. Toujours est-il qu'une belle petite histoire, ça peut faire l'affaire, la visibilité à la clé. S'il y a d'autres renseignements qu'on aimerait avoir, est-ce qu'il y a une plateforme peut-être numérique, comme les jeunes sont très numériques, là, où on peut facilement être redirigé? Bon, pour la plateforme numérique, pour le moment, la plateforme numérique que nous avons, il n'y a que le courrier MINAC. Il y a le courrier MINAC, ce n'est qu'à travers le courrier MINAC que vous pouvez déposer. Mais en délégation, boîte mail MINAC. En délégation, pour ça, je n'ai pas d'informations en délégation, mais vous pouvez aller sur place dans les délégations, que ce soit une délégation régionale ou départementale. On va vous donner la bonne information. Moi, je préfère même que les jeunes marchent. Rapprochez-vous du ministère, rapprochez-vous des délégations. C'est important en fait de connaître là où ces services-là se trouvent, aller demander des renseignements directement. Surtout quand on cherche, il faut marcher, il faut se donner à fond. C'est important. Mais s'il y a d'autres éléments qu'on devrait avoir, notamment pour ce concours, il y a déjà une date pour la proclamation des résultats, parce qu'on sait que le jury, c'est quand même secret. Hein. Est-ce qu'on va attendre? Ce sera sur 1 an, sur 2 ans? Non, ça ne sera pas sur 1 an, sur 2 ans, mais ça sera à une date, une date concertée avec le ministre des Arts et de la Culture. Oui, c'est lui qui va décider. C'est lui qui préside la cérémonie de clôture, donc c'est en fonction de sa disponibilité que nous proclamons les résultats. D'accord. Alors c'est un concours lancé par le MINAC, donc concours littéraire du national du jeune auteur. Voilà, tout le monde dit vous avez 16 ans. 35 ans, vous participez et vous pouvez déposer vos manuscrits gratuitement sans qu'on vous demande quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour terminer? Venez, c'est ça? Venez postuler, c'est important. Que vous soyez à l'étranger ou au Cameroun, vous pouvez participer. Ah, même ceux qui sont à l'étranger? Oui, même ceux qui sont à l'étranger. D'accord, cette fenêtre s'offre à vous. Moi, il y a les élèves, les étudiants des universités, de temps en temps. C'est important, ça offre une certaine visibilité, ça ouvre les portes.
Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Albertine Abin, d'être passée. Vous êtes du ministère des Arts et de la Culture. Et surtout, bonne suite. Vous allez revenir certainement nous voir pour nous donner l'évolution et des candidatures et peut-être des précisions sur comment cela va se dérouler à la fin. Merci à vous. Ok, merci également. Je peux vous laisser. Allons à nouveau à la rencontre de Marie-Dorothée Mbala, et cette fois-ci pour parler d'un sujet quand même très sensible, la question de la stérilité chez les femmes. Alors, la difficulté à enfanter, comment est-ce que c'est regardé dans notre société, c'est pas souvent évident. Marie-Dorothée Mbala, vous avez fait 8 années. 8 années de recherche effrénée pour avoir un enfant. Et on imagine que ça n'a pas été une épreuve facile. Un vrai chemin de croix. Un vrai chemin de croix parce que parcourant les hôpitaux, faisant plusieurs examens et lorsqu'on est devant un résultat, le médecin te dit non, là pour que tu conçois, il faut absolument que tu passes par une table d'opération. Oui, vous êtes passé plusieurs fois. Hein. Et à chaque fois, je repartais et je recommençais. Avec espoir. Avec espoir. Je ne sais pas quelle est ma dose de détermination et de persévérance et de courage. Et à chaque fois, je me disais, quand vous regardez mon parcours, vous voyez quand même que je suis le seul enfant de ma mère. Oui. Et j'avais ma grand-mère qui était là, qui me demandait tout le temps, je vais déjà mourir, qu'est-ce que j'irai dire? Prenait de l'âge, oui. Voilà, qu'est-ce que j'irai dire à ta mère? C'est pas évident. C'était pas facile. Et vous regardez autour de vous, pour les autres, c'est un jeu. Vos amis, vos cousines, elles ont déjà des enfants et puis vous avez le regard de la société. Oui. Pourquoi le est-ce regard qu'elle n'a des pas amis. d'enfant, Pourquoi est-ce qu'elle n'a ainsi de pas suite. d'enfant? Est-ce qu'elle veut jouer la vie? Exactement. Oui. Ils ne comprennent pas. Elle veut pas d'attache. Et vous êtes le seul à savoir ce que vous subissez. Vous subissez cette réalité, cette dure réalité. Et dans votre livre, vous dites à l'intérieur que si les gens se rendaient compte de la douleur par laquelle les femmes qui ont du mal à accoucher passent, les gens éviteraient d'en rajouter. Effectivement. Pourtant, aujourd'hui, c'est la belle famille parfois qui commence à harceler la jeune mariée. Ça fait 2 ans, même pas un œuf, rien. Qu'est-ce que tu fais sur notre fils? Et parfois même en interne aussi, c'est votre mère qui vous dit « Allez-y, il faut le faire, sinon tu perdras ton mariage. » Oui, c'est un vrai traumatisme. Et alors moi, je m'étais dit personnellement, si je n'ai pas d'enfant, je ne me marie pas. Parce que j'avais déjà ma propre pression. J'avais la pression de ma grand-mère. Et j'avais le regard de la société. Et je me disais, si à ceci, il faut ajouter l'époux et la belle famille, je ne pourrais pas m'en sortir. Il faut dire que déjà, même en relation avec quelqu'un, vous avez dû vous séparer pour cette affaire-là. Exactement. Beaucoup de couples se séparent justement parce qu'on se pose pourquoi tu n'accouches pas et ainsi de suite.
Alors moi, je n'attendais même plus que le problème se pose. Moi, c'est dès que la relation commençait à être assez sérieuse, je me disais, le problème va se poser. Oui. Vous voyez? Et donc, du coup, je commençais à faire marche arrière toute seule. Oui. Pour éviter que ce moment fatidique Arrive. Voilà. Oui. Mais heureusement, avec le temps, 8 années, vous avez rencontré des professionnels de la santé. Il y en a qui étaient trop retardataires, il y en avait qui étaient un peu désintéressés. Oui. Mais vous avez également rencontré le personnel soignant, patient, à l'écoute. Oui. Parce que généralement, quand on parle de ça, on dit toujours qu'à l'hôpital, c'est toujours des personnes désinvoltes qu'on va trouver, qui ne prennent pas soin nécessairement de nous. Exactement. Mais dans tous les cas, il y a toujours de bons grains Oui. et des mauvais. Oui. Et c'est comme ça que finalement, je suis tombée dans une clinique où il y a un médecin qui est vraiment chic. Alors, si elle vous dit 9h à 9h, elle vous a reçu. Oui. Et elle vous écoute, elle vous conseille, et vous voyez, l'accueil déjà vous rassure. Oui. Et ça pense déjà une partie de la blessure. Oui. Et vous écoute. Que de retrouver un médecin froid qui va vraiment vite et qui n'a pas le temps de vous écouter. Qui vous dira pas les choses telles qu'elles sont. Voilà. Parfois, il se dit que vous êtes aussi spécialiste comme lui. Voilà. Vous allez comprendre à demi-mot, alors que vous voilà. avez besoin d'être mieux édifié Mieux sur la édifié, question. c'est ça. Il faut dire que tout a été... vous avez fini par avoir d'abord un enfant, ensuite un deuxième, Oui. c'est-à-dire 2 filles. Oui. Alors, quand on est passé par ces étapes difficiles, lorsqu'on regarde ces enfants aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on pense? Je pense à Dieu. Je pense à Dieu, je pense à sa miséricorde. Oui. Je pense à la grâce. Est-ce qu'on câline ses enfants? Est-ce qu'on dorlote ses filles en se disant, voilà mes 9 mois, comme on écoute souvent les mamans dire aujourd'hui. Ce sont Oui. mes 9 mois. Alors, moi, je danse pour l'équilibre. Quand il faut cajoler, je cajole, mais quand il faut éduquer, j'éduque. Parfois, je vois souvent ma première fille, elle a subi ma colère 3-4 fois. Dans ses yeux, je lis cette impression et se demande, est-ce que c'est encore ma mère? Un jour ou un autre, on se pose cette question quelquefois. Hein, quand la mère se montre très difficile. Ouais. Oubliant que qui aime bien, Châtie bien. ça c'est une réalité. Voilà. Et quelquefois, on va comprendre plus tard Exactement. les raisons du châtiment. Exactement. Quand on est devenu une grande femme et un homme accompli, on se rend compte qu'effectivement, Il ne me voulait pas du bien. Il ne me voulait pas du mal. que c'était du bien qu'il me voulait. Voilà. Alors, il y a eu ça. Il y a également que vous êtes passé in extremis par plusieurs situations, surtout à l'école. Ouais. Vous avez raconté à l'intérieur quand même la question de la carte nationale d'identité, Oui. pour la préparation de votre BTS. Oui. C'était une expérience quand même... c'était quoi, de l'insouciance ou alors... Oui, oui, c'était de l'insouciance et c'était aussi, je peux dire, de l'ignorance. C'est-à-dire que quand on quitte l'école, on se dit on va composer avec des cartes scolaires. Mais que non, là, il faut apporter des cartes nationales d'identité. Oui. Et donc, on se bat comme on a pu se battre là Pour avoir, voilà. Et on finit de composer et puis on va encore dormir tranquillement. Oui. Et en attendant l'autre partie, et le problème se pose à nouveau. Ce sont les réalités que les auditeurs, potentiels lecteurs ou futurs lecteurs vont aller découvrir. Le monde professionnel. Apparemment, quand on vous lit, on a bien l'impression que vous avez eu un monde professionnel pas très compliqué quand même. Non. Des collègues qui vous aimaient bien, des patrons qui vous adoraient. Ma famille professionnelle, Oui. c'est un cadeau. Jusqu'aujourd'hui. Oui, jusqu'aujourd'hui. Écoutez, on a dit tout à l'heure, le monde est fait de tout, non? Oui. Il n'y a pas que des saints, mais... Il y a parfois de très bonnes personnes autour. Et vous, d'ailleurs, vous dites que quelquefois, Dieu utilise les hommes un peu comme des anges. Oui, D'ailleurs, une dame vous avait dit, lorsque vous étiez en difficulté pour chercher un enfant, elle a dit non, Dieu ne va pas t'oublier. exactement. Et donc, il ne vous a pas oublié. Non. À 2 reprises, il vous a béni Oui, avec les enfants. oui, Vous avez également traversé des situations terribles comme un accident de la circulation. oui. Quand je vous ai vu venir, je vois bien que vous marchez très bien. Sur les talons? Oui. Oui.
Vous avez vécu quand même à cette étape difficile. Oui, j'ai failli perdre mon pied. C'est-à-dire que ma fille avait 2 ans. Et du coup, je me suis posé la question si j'allais aussi la laisser orpheline à 2 ans comme ma mère m'a laissée. Et donc, j'étais au volant, je conduisais un pick-up sur l'axe lourd, Yaoundé-Douala. Et on a été frappé par un coaster. J'ai perdu le contrôle et puis on allait cogner un talus de terre et le véhicule s'est renversé. Alors, je suis sortie de là avec un pied cassé. Qui a été rapidement rattrapé parce que le premier médecin a mis le plâtre alors qu'à l'intérieur j'avais du sang et l'os était cassé. Voilà. Donc j'ai encore eu la grâce de tomber sur un autre médecin qui a très rapidement rattrapé le coup. Oui, donc il est obligé d'enlever le plâtre et puis de recommencer le travail de l'opération qu'il fallait. Oui. Tout cela est bien raconté. Je vais le dire honnêtement, une lecture facile, en un français limpide. C'était un véritable moment de partage que beaucoup de personnes auront en vous lisant. Rien n'est jamais perdu. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde dans le rétroviseur, on se dit quoi finalement? On est une bénie de Dieu, vous êtes bénie de Dieu, vous avez reçu la grâce. Oui, ce n'est que ça qui me traverse, c'est la gratitude. Oui. La gratitude que Dieu m'a sauvé, Dieu m'a porté, Dieu m'a béni. Oui. À ceux qui rencontrent en ce moment des moments difficiles, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Que rien n'est perdu, que le meilleur reste à venir, qu'aucune situation n'est éternelle, qu'il suffit de garder la foi, il y aura toujours des petites lumières sur la route qui vont leur montrer le chemin. Il faut garder espoir. Voilà. Aucune situation n'est éternelle. Non. Ça, on va retenir ces 2 phrases. Pour l'école, ces jeunes, ces élèves qui vont à l'école en ce moment, qui attendent de présenter leur examen en fin d'année, quels sont les outils avec lesquels ils doivent composer? C'est vrai qu'à l'intérieur de votre récit, il y a quand même un argument, enfin un espace où on appelait le prêtre, je ne sais pas, le prêtre à venir bénir ou donner les bics. On va pas donner des bics bénis. Et c'était juste de la préparation psychologique. Et comme c'était pas des vrais bics bénis. Voilà, et comme c'était des patriarches, avec notre directeur qui nous donnait ces bics, nous on avait l'impression que c'était des bics magiques. Donc, alors, pour les élèves, c'est vraiment travailler dès le premier jour de l'école. Oui. On reste concentré. On a un objectif en fin d'année, c'est passer son examen. Oui. Et lorsque, personnellement, on a fait tout ce qu'il faut, on confie à Dieu, qui bénit. C'est important. Faire tout. Et il y a quand même une histoire qui nous intéresse. JB. Une belle histoire d'amour quand même, hein, qui a démarré très tôt. On s'est perdu, on s'est retrouvé, et ainsi de suite, on s'est reperdu, et ainsi de suite. Alors, vous êtes aujourd'hui une femme comblée, vous êtes mère. Oui. C'est un désir. Vous êtes une épouse, épanouie également. Alors, parlez-nous d'abord de la première rencontre avec le bien-aimé aujourd'hui, l'époux, celui qui partage votre vie. Là, c'est une histoire qui nous a intéressés quand même. La première rencontre. Oui. Alors, la toute première rencontre, c'est lorsque nous sommes au collège. Et nous sommes 2 amoureux du foot. Et donc, lui, il est dans l'équipe masculine du quartier. Et moi, je suis dans l'équipe féminine du quartier. Et on a le même coach. Le fameux coach. Le fameux coach. Qui était également un confident. Voilà. Qui était également un motivateur. Exactement. Et là, vous êtes tous les deux, hein, quand même des amoureux du foot. C'est ça. Et comme ça, tout se fait de façon naturelle ou voilà. alors... Voilà. Et puis, quand il a son bac, il doit voyager et puis il s'en va. Et puis, il n'y a plus de contact. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp. Oui. Il n'y avait même pas de téléphone à la maison. On a aimé bien les parties où il fallait aller à la cabine. Voilà. Ça, c'est une ancienne époque
que aujourd'hui les plus jeunes ne peuvent pas connaître. C'est ça. Voilà. Aujourd'hui, les choses sont un peu plus faciles. Chacun a Voilà. son téléphone portable. Exactement. Mais c'est quelqu'un que j'avais jamais oublié. Je sais pas pourquoi, mais c'est après que j'ai compris que c'était le destin. Ah oui. Voilà. Donc, il essaie de faire sa vie, j'essaie de faire ma vie. Et puis, on se retrouve. On se retrouve et voilà, je me sens bien, je me sens en sécurité parce que c'est quelqu'un que je connais bien. Et je connais toute la famille et donc j'ai pas peur de m'engager avec lui. Voilà. Le reste de l'histoire, moi, je propose que vous la racontiez. Cette fois-là, à l'auditoire, Oui, à ceux qui viendront à la dédicace. Exactement. Car la dédicace, c'est bientôt. oui. Vous nous rappelez le lieu et surtout l'heure. Voilà, c'est la semaine prochaine, le mercredi 17 décembre Oui. à 16h à la paroisse Saint-Esprit d'Envolier. D'accord. Mercredi 17, Mercredi 17 décembre. paroisse Saint-Esprit d'Envolier. d'un volet, à partir de 16h. À partir de 16h. Tout le monde est convié. Oui, Tous ceux qui veulent échanger, parce que ce sera nécessairement un moment d'échange. oui, Vous êtes un modèle de résilience, vous êtes passé par plusieurs chemins et certainement vous saurez apporter du réconfort à ceux qui viendront avec le cœur lourd ou chargé. oui. Donc 16h. 16h. Peut-être pour la route, un dernier mot. Pourquoi est-ce qu'on doit lire ce livre aussi, celui-ci et pas un autre? Et rappelez-vous que c'est décembre. Et en décembre, on offre des jouets, on offre des pianos. Mais moi, je propose qu'en décembre, on offre des livres. Oui, Des livres inspirants oui, à nos enfants, à nos conjoints, à nos amis, à nos cousins. Et ils vont nous être... enfin, s'ils lisent. Parce qu'il faut lire. il faut lire. Quand ils vont lire, c'est un moment de plaisir et donc forcément ils seront très heureux et nous dirons doublement merci pour leur avoir offert une vie sur du papier. Pourquoi est-ce qu'il faut lire ce livre aussi? Alors, il faut lire ce livre parce que la vie n'est pas toujours facile. Parce que je dis souvent à mes enfants, d'une manière ou d'une autre, un jour, chacun porte sa croix. Ouais. Elle viendra comment? Je ne sais pas. Mais en lisant ce livre, on comprend que lorsque je vais embrasser ma croix, je saurai qu'après la croix, il y a la vie, Ouais. il y a le bonheur. Après chaque traversée du désert, il y a la terre promise. Exactement. Merci. Le désert fleuri. Merci, chère dame. Je vous en prie. Marie-Dorothée Mbala était notre invitée. Bonne suite. Merci beaucoup. Au revoir. Diwa sengea
we mi nyabolo wasagabana bari bisona wa je pone mo